Bienvenue, merci à vous trois de vous être levés si tôt un dimanche matin parce que ça n'a pas dû être évident. Et on est vraiment très très heureux et très honorés de vous accueillir donc, sur le train de la petite enfance. Donc aujourd'hui vous êtes presque 20 000, là vous êtes inscrits aux conférences, donc c'est quand même assez impressionnant de voir autant de personnes qui se mobilisent pour la bienveillance éducative, donc on est vraiment très 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 contents. Donc nous avons souhaité la gratuité pour l'accessibilité à tous. Donc n'hésitez pas pour assurer la pérennité de nos actions de faire un don, un micro-don par SMS où tout est expliqué sur les kakémonos qui sont là-bas. Voilà, tout cela sera bien utilisé pour la bienveillance éducative. Donc, et merci aussi de pouvoir partager un plus grand nombre sur les réseaux sociaux. Comme ça, voilà, plus on pourra sensibiliser de personnes, mieux ce sera. Donc nous remercions aussi tous nos intervenants solidaires du train de la petite enfance. Nous sommes convaincus que la diversité de leur éclairage et la pluralité de ces expertises feront toute la richesse de notre message, car l'éducation se conjugue tous ensemble au-delà des clivages. Voilà. Donc je vous prierai de mettre vos téléphones sur silencieux si possible pour une bonne marche des conférences. Donc n'hésitez pas à la fin de la conférence ou à la fin des conférences auxquelles vous êtes inscrits d'aller visiter le train, donc qui est une merveilleuse aventure remplie de plein de richesses, et surtout de passer par les stands et d'aller voir le stand Cultura où tous les livres de nos intervenants, certains livres de nos intervenants et tout autour du développement de l'enfance sont là-bas et ils seront très heureux de vous accueillir. Donc là, on avait la chance ce matin d'accueillir Jonathan Lévy, donc psychopédagogue, et je laisserai se présenter lui-même parce que lui-même c'est mieux ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci d'être là tous les trois parce que sinon ça va être très compliqué pour moi si vous n'êtes pas là. Donc je suis psychopédagogue et donc ça fait... malgré mon accent, 35 ans que je suis en France et j'ai pratiqué l'ensemble de mon carrière dans ce pays et dans d'autres pays. Donc, je suis actuellement formateur en pédagogie et consultant pour UNICEF et UNESCO. Et donc, de manière plus fréquente, je suis formateur pour les éducateurs de jeunes enfants, donc les personnes qui travaillent souvent dans la crèche, dans le jardin d'enfants. Mais également, je suis formateur des enseignants, formateur des éducateurs spécialisés, etc. Donc, comme vous savez qu'il y a beaucoup de professionnels qui tournent autour de l'enfance. Et pendant très très longtemps, maintenant à peu près 25 ans, je tente à faire un mariage entre mon domaine de la pédagogie et le droit de l'enfant. Car je trouve que souvent, la réalité de beaucoup des enfants, il y a un écart important avec tout ce qu'on promet. Parce que le droit de l'enfant, c'est de promesses qu'on a à faire à tous les enfants. Et le quotidien, la réalité quotidienne, y compris dans l'école, parfois dans la famille, parfois dans d'autres institutions. Je trouve que mon titre d'intervention, la participation des enfants, est primordial. Alors, cette obsession de la participation qui est l'élément clé de tout le reste du droit de l'enfant est très peu, en réalité, intégré. Il y a de bels exemples, il y a des choses qui sont bien faites, y compris ici en France, mais on peut regretter encore que les enfants, dans beaucoup de circonstances, sont exclus de beaucoup de décisions, beaucoup de choix, beaucoup d'éléments dans la société dite démocratique. Donc il y a un écart important. Et donc la participation, c'est une question de ce mot qui a de mal à se traduire, mais ça veut dire de prendre en charge son propre destin. Donc les enfants ont un rôle actif et important à jouer dans la construction d'un monde en paix. Leurs voix doivent être entendues. Alors, vous voyez là dans cette phrase
ce n'est pas uniquement une question éducative, pédagogique, familiale, c'est un problème fondamental. Sociétal. En fait, on ne peut pas résoudre le problème s'il y a une grande partie de la population exclue et qui n'a pas grandi avec la possibilité de participer. Les enfants représentent à peu près un tiers de la population mondiale. Et dans certains pays africains, asiatiques, il peut atteindre jusqu'à 60% de la population. Or, en réalité, on n'attend pas, ou très peu, le point de vue de l'enfant sur des décisions importantes qui concernent non seulement les enfants, mais qui nous concernent tous. Donc cet écart important entre ce bel discours qu'on a en 2019, on va fêter le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, et ces promesses qu'on a faites maintenant presque il y a 30 ans, et la réalité quotidienne de les enfants, dans le foulée de tout ça, il y a des relations pédagogiques, la relation pour apprendre. En fait, pour le droit de l'enfant, on parle souvent de 3P, qui résument tous les différents droits. Donc il y a tout ce qui tourne autour de la protection de l'enfant, qui est très important. Et donc, il faut protéger les enfants de toute forme de violence, de maltraitance, de négligence et toutes sortes de choses qui peuvent nuire à son développement. Et quand on parle d'une deuxième P, qui est la prévision, ça veut dire les États membres qui ont ratifié cette fameuse convention ont un devoir, et c'est là le devoir des adultes, de fournir un ensemble de services et de prestations de qualité, que ça peut être des écoles, des crèches, des hôpitaux, des pédiatres, de familles, des assistants, etc., etc. Donc, il y a une multitude de loisirs, des endroits où les enfants peuvent librement jouer, etc. Toutes ces prestations, la Convention nous demande qu'ils devraient être d'une certaine qualité. Donc le problème, c'est que quand il y a de manque de protection, donc on est exposé à la violence, l'exploitation, l'esclavage, et le manque de prévision, on n'a plus d'accès à l'éducation, le décrochage, le manque de soins, de santé, le risque de mourir en quelque sorte. Donc la protection et la prévision, jusqu'à la Convention, était entre les mains des adultes. Hein, et l'enfant était encore un objet vu par l'adulte de manière bienveillante qu'on devrait donner. Ce qui a changé, réellement changé, c'est d'ajouter cette troisième P, qui transforme l'enfant non seulement en un être qui recevoir, mais comme un sujet, donc plutôt qu'un objet, c'est un sujet qui participe et qui a le droit de participer. Article 12 à 15 nous demande que l'enfant a le droit d'exprimer, d'avoir des opinions, de choisir, de décider selon son âge de discernement, etc. etc. Hein? Donc, quand cette participation n'est pas reconnue, c'est... on a un risque qu'il y a un désengagement citoyen et une démocratie faible. Ça veut dire que ce n'est pas par magie, à l'âge de 18 ans, qu'on devient démocrate. C'est tout un processus dès de la toute petite enfance qu'on commence à choisir, prendre position, décider. Alors, au début, avec le petit enfant, c'est plutôt d'avoir la possibilité d'expérimenter avec l'environnement, de choisir. De choisir et petit à petit ça encourage pour les étapes plus mentaux.
Ça veut dire de prendre position, d'avoir des opinions, de différencier. Comme il dit le grand philosophe Jean-Jacques Rousseau, si tout le monde pense la même chose et si on apprend à penser de tous la même chose, il n'y a pas de démocratie. En fait, c'est justement la valeur d'une démocratie, c'est qu'on n'est pas d'accord. On reste dans une relation respectueuse, mais qu'on a besoin toutes sortes d'opinions. Et ça, on apprend en fait. Donc, c'est un problème démocratique. Donc, pour la solution, la mise en place de tout ça, c'est qu'il faut que ces 3 P fonctionnent bien ensemble. Ce n'est pas 3 choses indépendantes. Malheureusement, dans nos sociétés, on a spécialisé. Donc, on a des gens qui sont spécialistes de protection. On a de police, le juge, on a des travailleurs sociaux, etc., qui protègent. Et on a des politiques qui devraient nous faire des prévisions de qualité. Et on a souvent des éducateurs, des ONG, qui militent pour la participation. Et tout ce monde-là ne parle pas le même langage, ne fonctionne pas forcément ensemble, et au milieu de tout ça, il y a des enfants. Donc, pour que un système marche, que ça c'est une école, que ça c'est un centre de loisirs, que ça c'est une crèche, il faut que ces 3 P fonctionnent ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont interactifs. C'est-à-dire que pour que les enfants puissent participer, il faut qu'ils se sentent protégés. Protéger, ce n'est pas simplement de dire il ne faut pas toucher, il ne faut pas jouer, ça c'est dangereux. Protéger, c'est de dire créer un climat sûr où l'enfant se sent confiant, qui se sent libéré, émancipé, pour pleinement participer, pour qu'on prenne au sérieux, pour qu'il est à l'aise dans la situation. Et pareil, pour qu'il puisse participer, il faut qu'il ait de bonnes prévisions. Il faut qu'il ait de contexte, de situation, des adultes qui prennent au sérieux aussi, de matériaux pour qu'ils puissent participer pleinement. Et ça marche dans l'autre sens, parce que ce n'est pas participer pour participer, sinon c'est qu'un jeu, mais c'est participer pour avoir la meilleure prévision et la meilleure protection. Donc, vous comprenez, c'est une situation qu'on appelle itérative. Il y a des allers-retours entre ces 3 P pour que ce contexte puisse être florissant et qu'on transforme le droit de l'enfant d'un aspect juridique à un aspect réel, concret pour les enfants. Les enfants n'ont pas besoin de connaître tous les articles juridiques, ils ont besoin de vivre ces droits de l'enfant. Et en quelque sorte, ça demande un changement de mentalité culturelle important. C'est que comment on peut, nous les adultes, proposer un bon jeu, un bon centre de loisirs, sans appeler les enfants. C'est comme si tous les hommes décident encore, et c'était le cas il y a 100 ans, que ce qui est bon pour les femmes. Et qu'on décide sans consulter, sans co-construire les choses ensemble. Probablement, on ne va pas trouver de solution. Donc, la solution durable ne peut pas être trouvée qu'avec la participation des enfants, y compris les choses graves comme des guerres, comme des conflits, comme toutes sortes de choses. Pour le faire, ça m'a amené moi, parce que pendant très longtemps dans mes formations, j'ai eu beaucoup de participants qui me disent on est d'accord, c'est ce qu'il faut faire, mais ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Et cette petite phrase « pas possible » m'a beaucoup habité. Et donc, je me dis qu'il faut montrer le possible, qui m'a amené il y a 5 ans de créer une instance en Suisse, ça dure 5 jours, 6 jours, où on a 300 participants, 150 enfants, 150 adultes, 50 pays différents, pour qu'on vit ensemble la vraie participation. Ça veut dire comment co-construire et co-animer des situations ensemble pour montrer que ce qui est possible. Et les enfants de l'âge de 2 ans jusqu'à des personnes de 80 ans. Donc
la combinaison, c'est d'avoir ce qu'on appelle une pédagogie transformative, c'est d'avoir une pédagogie qui nous aide non pas de conformer, de transformer des choses, de collaborer entre enfants et adultes et en base sur le droit de l'enfant pour réaliser ces 3 P. Alors, je ne sais pas si vous voyez très clairement cette photo, mais c'est marqué le sommet mondial de femmes 2014 et vous voyez qui sur scène en fait. Donc, on peut dire que la situation de les enfants, dans une grande partie de les enfants en tout cas, est dans la même situation de la femme il y a 100 ans. Ça veut dire, mesdames, la bataille n'est pas encore finie, ça c'est clair, mais c'est de dire que les enfants ont très peu de partage de pouvoir pour intervenir dans des situations. Donc c'est ça qu'on a créé, c'est un seul forum international sur les relations enfants-adultes pour la participation des enfants, donc qui est co-développé, co-animé, co-évalué par les adultes et les enfants. Et ça crée un laboratoire. Alors, c'est ça qui a manqué. Ce n'était pas le gens qui a rejeté l'idée de participation, mais qui a la difficulté de dire comment. Et mon idée, c'est de ne pas de critiquer personne, mais plutôt d'aider à comment on peut co-construire les choses ensemble. Alors, voilà le problème de ces 3 P. En fait. Donc, il y a la grande sœur qui nous protège, il y a le grand frère qui a plein de choses dans la poche et dans son sac, et qu'on a une tendance d'oublier le petit frère qui est là pour participer, et ça continue malheureusement. Donc, comme j'avais dit que la protection est là pour nous libérer. Et tous ces grands pédagogues au début du XXe siècle, et notamment Janusz Korczak qui a inspiré le droit de l'enfant, a pensé la protection non pas comme un système d'interdit, au contraire comme un système de libération, d'émancipation, parce que l'enfant est aujourd'hui parfois dans les extrêmes. Soit on protège trop, c'est le cas beaucoup dans la petite enfance, et parfois, on a créé un monde, une boule sanitaire où l'enfant, chaque fois qu'il est sale, on nettoie. Chaque fois qu'il touche quelque chose, il y a un adulte derrière, etc. Donc, il a besoin de marge de manœuvre, d'une certaine liberté pour expérimenter. Et évidemment, dans l'autre extrême, les enfants qui sont pas du tout protégés, qui est négligé, ils sont en danger, ils ne peuvent pas participer non plus. Donc c'est de trouver quelque chose d'équilibré, qui n'est pas facile, parce que chaque enfant est différent, chaque contexte et chaque adulte, mais d'être consciente de trouver un équilibrage entre la protection et la participation, ce qu'on essaie de faire dans ce laboratoire. Et une des conditions importantes, c'est de dire que en France, on parle beaucoup d'égalité, comme une valeur très importante, et c'est une très belle valeur. Mais l'égalité tout seul, ou que si on va aller à l'égalité, on arrive à un problème, parce qu'on n'est pas tous pareils. Et qu'il y a ceux qui ont besoin de boîtes, ceux qui ont besoin d'aucune boîte pour participer. Donc, pour arriver à l'égalité, un mot qu'on n'utilisait pas assez, c'est l'équité. Et l'équité, c'est d'étudier le besoin de chacun. Des enfants qui sont un handicap, des enfants qui sont mal à parler, les enfants qui sont timides, les enfants qui sont de filles, de garçons, etc. Et chacun d'eux a des besoins particuliers. Donc, sans satisfaire ces besoins particuliers, on n'arrive pas à une situation égale. Comprenez ce que je veux dire? Donc, l'équité est un élément souvent oublié. On fait semblant que tous les enfants sont pareils et on crée par conséquent le contraire, on crée l'exclusion. Pour ceux qui ont besoin de boîtes, ils les excluent. Et c'est ça qui est le problème. Et donc, une des conditions pour la participation pleinement de les enfants, pour qu'ils engagent dans les apprentissages et trouvent le plaisir, c'est qu'il y a une situation le plus équitable que possible. Alors, évidemment, tout ça, c'est basé sur ces grands pédagogues que je ne vais pas évoquer tous maintenant, mais que, juste pour vous dire que je ne suis pas en train de
d'inventer quelque chose ou réinventer quelque chose, ça veut dire d'inspirer de ce qu'ils sont faits et adapter à le monde actuel. Dans ces 3 P, de trouver une juxtaposition entre l'héritage de ces grands pédagogues et qui a fait des choses pratiques et pas que théoriques, et comment on peut traduire en situation de contenu, de méthode, de relation, de posture, de savoir-être. Et en fait, la difficulté, la grande difficulté, ce n'est pas un problème juridique, comme je dis, c'est un problème souvent culturel qui nous demande de changer fondamentalement notre regard sur l'enfant et de faire un geste qui est très difficile pour moi, pour tout le monde en fait, c'est de lâcher le contrôle. Ça veut dire de prendre le risque de partager un peu de pouvoir avec les enfants. Et pour certains individus, c'est plus difficile que d'autres. Parce que, en fait, ce qu'on analyse quand ça marche mal dans l'école, quand il y a un déséquilibrage trop important de pouvoir, ça veut dire qu'il y a ceux qui ont tout le pouvoir et ceux qui n'ont aucune, bah, ça crée un sentiment de non-justice. Et cette fameuse phrase de tout enfant, ce n'est pas juste, parasite les apprentissages, parasite l'engagement et parasite le plaisir d'être dans ce contexte-là. Et donc, on n'a plus envie d'apprendre, et le risque, c'est qu'on est dans un décrochage, et il y a une conséquence sur l'estime de soi, parce qu'on est pointé le doigt sur le fait qu'on est en échec. Et quand on est en échec, on ne peut pas avoir un sentiment qu'on est bien. Et on finit par trouver dans une relation adulte-enfant antagoniste, où l'adulte a un sentiment qu'il est obligé d'être forcer, obliger, parfois même manipuler l'enfant pour qu'il fasse ce qu'il pense qui est bon pour lui. D'accord? Et qui fait que dans ce contexte-là, les enseignants on parle beaucoup de les enfants qui ont de mal au stomac quand ils allaient à l'école, mais il y a des enseignants aussi. Ce n'est pas forcément un plaisir. S'il n'y a pas de plaisir d'apprendre, il n'y a pas forcément le plaisir d'enseigner. Et donc, de renverser cette spirale descendante, c'est prendre un pas vers la co-construction. Ça ne veut pas dire que le pouvoir devrait être 50-50, mais qu'on devrait donner une partie de le pouvoir à l'enfant pour qu'il puisse co-construire avec l'adulte. Et à ce moment-là, il y a un sentiment de plus de justice. On a envie d'apprendre, parce qu'on a besoin d'apprendre pour participer, et on augmente l'estime de soi, parce qu'on contribue à la situation. Et si cette contribution est bien reçue, à ce moment-là, j'ai quelque chose de valeur d'offrir qui est bien pour mon estime de soi. Donc, comprenez, donc c'est cette part-là. Et moi, j'ai observé, chaque fois que ça se passe, il y a un énorme plaisir d'être ensemble. Il y a une énorme différence relationnelle et qu'il y a un vrai, comment dire, progrès d'apprentissage, en fait. Mais ça demande un risque de regarder l'enfant non pas comme un être en manque, mais comme un partenaire compétent. Donc voilà, je vais aller un peu plus vite. Donc ça demande une pédagogie transformationnelle, ça veut dire être dans une pédagogie qui nous aide à transformer la société, de demander aux enfants de nous aider à transformer, de donner leur point de vue par rapport à une pédagogie conformiste, parce que si la société était aussi bien que ça, on peut accepter une pédagogie conformiste, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et on a besoin des enfants qui nous aident à améliorer le contexte. Et évidemment, dans une démocratie, on n'a pas besoin de moutons, on a besoin de personnes qui peuvent questionner, mettre en question des choses pour améliorer les choses dans un sens positif. Et vous savez comme moi que ça ne marche pas. Hein? Donc, on peut obliger un enfant d'aller à l'école, mais les apprentissages ne se décrètent pas.
et qu'il faut créer des conditions qui favorisent les apprentissages. Et je dirais la participation, c'est une de les clés. Je ne vais pas dire que c'est la seule chose, mais c'est une de les clés qui change le temps pour apprendre. Merci. Alors, je veux montrer un petit film, si possible, qui dure juste quelques minutes, pour montrer un peu plus concrètement cette instance que je crée en Suisse, pour montrer un peu l'ambiance qu'on a créée. We always had a question: how can we make it work at the community level? But during this week, I have kind of answered that question. In this place, this spirit of participation is so enhanced that we get on a new level. We can talk with everyone. We all made like step towards being closer together and working together. I am a person who can make a change in my school, and I can go and work with my colleagues as teachers and the children who are there to begin to have a voice in how the school is run. I think the lessons we learn when we collaborating with children, whether they be little or big, is that we've got to learn to let go. We've got to learn to trust, and things remarkable happen when we treat children as truly competent partners and we believe in them. It's working in partnership, it's working together, and we're living it out over a whole week in a unique way that I've never experienced anywhere else. I've known these people for about 6 days, and I feel like I've known them for a long time because we all have the same ideas, we want to talk about the same things, and when we work together to do something, it creates kind of an atmosphere that you can't get anywhere, you can't get like in most places. It's amazing. You get great leadership tools, and I think it's going to be the best week in my life so far. Grazie mille di questa esperienza. J'aimerais savoir, j'ai un enfant de 10 mois, donc je me prépare déjà à, oui, effectivement, à le faire participer, à l'impliquer dans notre vie familiale. Et justement, à partir de quel âge on peut demander à l'enfant de participer ou, bon, je suppose qu'il y a plusieurs stades par rapport à son développement personnel, mais à partir de quel âge on peut le faire participer et comment? Oui, ben, c'est plutôt dans l'autre sens. En fait, c'est votre enfant qui demande de participer. C'est pas nous qui va. Pour le moment, oui, mais pour le moment, il demande rien du tout. Oui, mais voilà. En fait, c'est un processus naturel. Bon, à cet âge-là, on est en plein apprentissage, en fait, même avant. C'est-à-dire que tout est neuf, tout est intéressant. Donc, le plus que l'enfant a une situation variée, avec les matériaux, avec des choses, avec des gens, même à 10 mois, de rencontrer d'autres à la même âge. Je trouve que c'est très important qu'il y a la maman, mais aussi il y a d'autres enfants. On apprend énormément ensemble avec les enfants. Et parfois on sous-estime l'importance, même pour le tout petit comme celui-là, la quantité de choses qu'on apprend entre enfants. Avec les adultes, bien sûr, qui est quelque part présente, on ne peut pas laisser tout seul, mais qui interviennent pas forcément directement. Et ça, c'est très important. Et c'est cette mixte entre ces apprentissages entre enfants et avec l'adulte qu'on apprend grâce à un environnement varié, différent. Donc, je pense que Lydie, ce n'est pas à cet âge-là qu'il fait de grands speeches politiques, hein, donc on n'est pas encore là. Mais c'est plutôt, c'est un démarrage encourageant qui est important, qu'il peut jouer avec des choses, qu'il peut toucher, il peut expérimenter, évidemment avec des choses qui ne mettent pas en danger, mais dans un environnement sûr qu'il peut expérimenter. Et si je dis tout à l'heure que parfois le problème avec des crèches, parfois on allait trop loin dans la protection, qui enferme l'enfant et qui n'encourage pas d'expérimenter un peu plus. Donc, en moi, dans la maison, s'il peut expérimenter avec des objets. Et souvent, on constate que les enfants ont besoin d'expérimenter avec de vrais objets, avec des objets de maman.
avec des objets de papa, etc. Et c'est ça qui fascine. C'est pas forcément le jouet, en fait. Et c'est une première étape qui est très importante. Toutes ces horribles situations qui arrivaient dans certains pays de l'Est, en Roumanie, en Serbie, où les enfants dans ces institutions terribles qui étaient privés de contact non seulement humain mais matériel, qui n'avaient pas d'objets, qui n'avaient rien, a fini par être handicapés. Ce n'étaient pas des enfants handicapés avant. Comment? Ils étaient également privés de relations humaines, pas seulement d'objets. Donc c'est... Oui. Non, je dis pas seulement, mais il y avait un ensemble de choses qui étaient privées. Donc c'est ça qui est important au début de la vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou de remarques ou de commentaires? Oui, c'est pas vraiment une question. En fait, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la notion de pouvoir. En fait, parce que quand j'ai commencé il y a 5 ans dans la petite enfance, on était en réunion avec notre directrice et les collègues. Et j'ai posé je me sentais mal à l'aise par rapport à tout le pouvoir qu'on avait sur les enfants, en fait. Et bon, je crois que l'équipe n'était pas du tout... comment dire, n'arrivait pas à m'écouter vraiment par rapport à ça. Il trouvait que comment dire, que j'exagérais un petit peu par rapport à ça, qu'on n'avait pas tous les pouvoirs, mais si, parce que là, je vois qu'on peut partager, faire participer l'enfant. C'est beaucoup plus clair pour moi maintenant et je pourrais le transmettre à l'équipe. C'est que, voilà, nous, j'ai l'impression qu'on fonctionne comme ça dans la crèche, c'est que nous décidons de tout et voilà, et qu'on a tous les pouvoirs et puis non, on peut faire autrement en fait. Et donc là, ça me conforte beaucoup dans ce que je pensais déjà, mais j'arrivais pas trop à l'exprimer à l'époque et là, je vais pouvoir transmettre ça. Oui. Oui, je crois que c'est une question d'équilibrage. En fait, c'est d'éviter les extrêmes dans la protection. Et c'est pas facile, mais le plus important, c'est d'être consciente. Et c'est de poser des questions chaque fois. Est-ce que j'interviens? Est-ce que je n'interviens pas? Si j'interviens, à quel moment précis que j'interviens et comment je vais intervenir pour aider l'enfant? Et si on est un peu conscient de ça, bah, petit à petit, on apprend par soi-même et par l'enfant, parce que l'enfant, les apprentissages, vous savez, c'est mutuel, c'est réciproque. Entre l'enfant va nous apprendre beaucoup de choses aussi. Et à quel moment que je fais trop, que je fais pas assez, que je fais juste, etc. Et c'est tout un apprentissage. Pour chaque professionnel ou pour le parent, c'est pareil. Et la difficulté, on ne peut jamais donner une recette en disant c'est dans cette situation-là, il faut faire exactement comme ci, parce que chaque enfant est différent. Est-ce que, bien sûr, pour plus tard, je me réfère toujours à mon cas, est-ce que plus tard, pour l'enfant, est-ce que c'est bien de faire, disons, un petit conseil familial? Moi, la participation, je me dis, je vois comme ça, que l'enfant participe, disons, autour de la table, on se met, il est là, et puis il exprime ce qu'il a à dire, ce qui s'est passé pendant la semaine, ce qu'il a amélioré, peut-être à changer dans l'organisation familiale. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je dis oui. Encore une fois, c'est quelque chose de progressif selon l'âge de discernement, de la chose comme ça. Souvent, les gens comme moi qui défendent le droit de l'enfant, on est un peu attaqués en disant à tort qu'on veut former des enfants moi.
C'est pas du tout ça. C'est le droit de l'enfant, c'est rien à voir avec l'enfant moi, qui est plutôt un problème de consommation ou de société de consommation, de marketing, de choses comme ça. Les enfants qui réclament tout le temps. C'est pas du tout ça. Et donc il faut pas confondre ça. Et il faut que les enfants participent à leur niveau, à leur façon de faire. On ne demande pas aux enfants d'être des adultes, c'est pas de renverser de rôle, mais qu'ils contribuent petit à petit à améliorer la situation. Et que c'est là où notre posture d'adulte est très importante. Quand on dit les phrases comme c'est pas grave ou tu vas comprendre quand tu es grande, aucun enfant peut accepter cette phrase-là. Il ne faut pas attendre. Bon, j'attends que j'ai 35 ans pour comprendre les choses. Il veut comprendre tout de suite. Et donc, pas de minimaliser son parole et de prendre au sérieux. C'est une posture qui encourage les enfants. Parce que vous savez que dès de plus jeune âge, il y a une raison pour ça. On apprend aux enfants ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Et ça fait partie de la socialisation. Mais beaucoup d'enfants apprennent une stratégie. Si je le dis ce qu'elle veut, elle va me foutre la paix. Et comme ça, je suis tranquille. Donc, d'avoir la vraie participation de les enfants, ça demande, dès le plus jeune âge, qu'on écoute. Et parfois, ce qu'il dit ne nous fait pas toujours plaisir, mais au moins, on raisonne ensemble. C'est ça qui est important. Donc ça serait une bonne chose, oui. Pareil à partir de 5-6 ans. Oui, peut-être, oui. Et c'est très difficile à mettre... oui, ça dépend de chaque enfant. Oui, mais de chaque enfant, oui. D'accord. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'on a appris, en tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses sur effectivement qu'un enfant peut être acteur du changement. Et que ça, pour construire un monde meilleur avec réduire les inégalités, je pense que on peut commencer par là. Oui. Et c'est une bonne chose. Merci à vous toutes d'être présentes. On va passer pour finir le petit film. Oui. Voilà, pour bien conclure sur cette magnifique présentation. Merci, Monsieur Lévy.